Merci à tous d'être présents. Je sais que ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Félicitations pour votre participation au 31e prix Renaudot des lycéens, dont nous fêtons, bien entendu, ce trimestre, les 30 ans. Un très grand merci à tous les professeurs qui vous ont accompagnés dans cette aventure, du mois de septembre à aujourd'hui. Sans eux, rien ne se passe. Sans eux, rien n'aboutit. Donc, un grand merci à tous les professeurs qui vous ont accompagnés. Nous allons commencer par saluer ceux de vos camarades qui n'ont pu nous rejoindre physiquement, mais qui peuvent nous suivre sur les écrans grâce à la société DPC Live qui retransmet notre après-midi. Donc, un bonjour au Collège national Costache Negri de Galatie en Roumanie. Bonjour Eliana et Damian. Bonjour Madame Batchou et Madame Ionescu. On ne vous oublie pas, évidemment. Le lycée français de Bruxelles, qu'on espère bien accueillir un jour. Bonjour à tous. Et bravo pour votre fidélité. Ensuite, nous avons peut-être un autre lycée en visio, mais ce n'est pas sûr. En tout cas, 3 établissements n'ont pu nous rejoindre cet après-midi. Bon, alors, il y a bien des problèmes à évoquer. Bac blanc, j'en passe et des meilleurs. Stage en entreprise, vous savez ce que c'est, mieux que nous. Et nous accueillons donc aujourd'hui le lycée Léonce Vieljeux de La Rochelle. Où sont-ils ? Où sont-ils ? On ne vous entend pas. Le lycée Saint-Louis de Pont-la-Bellarnoux. Le lycée Perrochon de Parthenay. Le lycée Au Val-de-Sèvres de Saint-Mexant-l'École. Le lycée Auguste Renoir de Limoges. Ils sont gentils. Le lycée Kyoto de Poitiers. Le lycée Berthelot de Châtellerault. Bonjour Madame la proviseure. Le lycée Duplessis-Mornay de Saumur. Le lycée Duplessis-Mornay de Saumur. Alors, je les cite 2 fois parce que je les ai oubliés l'année dernière. Le lycée Marc-Gaudry de Loudun. Le lycée Guy Chauvet de Loudun. Lycée Guy Chauvet, où est né le prix Renaudot il y a 30 ans. Bravo à tous pour vos lectures et pour votre choix. Et je passe désormais la parole à Madame Simon, qui représente le rectorat. Et avant cela, je vais remettre le buste très lourd de Théophraste Renaudot à votre auteur favori. Voilà. Claire. On va les mettre là-bas. Toi, tu fais là. Et à la moitié des mains, je peux voir les gens qui lèvent la main. Ok. D'accord ? Et tu restes assise. Alors, merci Monsieur Rigaud pour cette introduction. Voici enfin le moment tant attendu par tous ceux qui sont ici. Le moment de vous rencontrer en vrai, de découvrir celle qui a donné vie à Liam, Ava, Haru. Et pour moi, c'est le moment d'introduire cette rencontre en me demandant, une fois de plus, qu'est-ce qui a fait qu'On était des loups a été choisi. C'est un livre dans lequel on entre tout doucement en regardant un enfant qui dort, avec Liam qui nous parle. Je dis Liam et pas son père,
parce qu'il ne l'est pas encore vraiment. Et c'est bien de cela dont il est question, devenir père. Le père de l'enfant dont le nom n'arrivera que plus tard, Haru, parce que même lui ne l'a pas su tout de suite. Il y a Ava, la mère de l'enfant, qui lui a choisi son prénom. Puis très vite, le décor est planté aussi. C'est loin, bien loin de nous. C'est sauvage, c'est la montagne. C'est hostile et c'est aussi accueillant. Certains sont faits pour y vivre, eux trois, comme Henri, Mike et Hélène, Josh et Anna. D'autres non. C'est comme ça. Tout le monde ne peut pas vivre sur ses gardes avec les gros au milieu de nulle part à 4 heures de route du premier humain. L'arrivée d'Haru a bouleversé la vie de Liam, toujours sur ses gardes, car il ne l'a pas choisi, mais il s'y habitue. C'est à la mort d'Ava que tout bascule. Que faire de cet enfant ? Il faudra un long chemin à Liam pour trouver en lui le père qu'il sera. Après sa colère du refus de la réponse de l'oncle, ce gosse il a un père, le départ vers le lac, l'orage, le hurlement avec les loups, à sa place, son rire quand Haru boit sa première gorgée de café, la douleur, la noyade, la paix enfin trouvée, son empoisonnement, tout cela pour qu'Haru puisse l'appeler papa et que lui trouve enfin que les choses sont à leur place. Ce roman est une respiration, une évasion après 2 ans de vie entre parenthèses. Ici, nous sommes loin des réseaux sociaux et de l'hyperconnexion. La nature est partout à sa place. Elle est amie, elle est froide, elle est colère, elle est douleur, elle est apaisante. Et les lycéens l'ont dit avec leurs mots. Ce livre met en scène un paysage chaotique mais très beau. Les descriptions des paysages et de l'environnement qui les entourent recadrent vraiment l'histoire et permettent de nous imaginer à leur place. Le roman est rempli de tristesse et de désespoir, mais c'est très beau. Ils peuvent comparer leur vie avec celle du narrateur. Pourquoi a-t-il choisi cette vie-là ? On a beau être dans sa tête, on ne sait pas tout. Je reprends encore les paroles des élèves. C'est intéressant d'être dans ses pensées et de voir la différence entre ce qu'il pense et ce qu'il fait. Ce Liam fascine. Il interroge parce qu'il est présenté comme plutôt froid, mais aussi attachant, car on arrive à le comprendre sur certains points. À cause de son enfance qui explique comment il est et à cause de ses réflexions parfois sombres, mais aussi parfois plutôt sensées. Il trouve l'homme comme un enfant dans la peau d'un adulte, perdu dès que cela ne va plus dans son sens. Il réagit d'une manière enfantine quand il a son enfant, il le rejette, mais il l'aime quand même quand il n'est qu'avec lui. Les émotions sont bien présentes et contradictoires, ce qui embarque le lecteur. Il est émouvant le passage où il découvre sa femme presque morte avec son fils vivant sous elle, car elle l'a protégé de l'ours qui les avait attaqués et l'avait attendu pour mourir. Et puis il y a l'écriture. Cette écriture qui fait qu'on est dans les pensées de Liam d'un bout à l'autre, qui perturbe parfois. Cela rend le roman aéré quand nous lisons le roman. Nous avons l'impression d'être comprimés dans sa tête, alors que quand il est avec son enfant, cela donne au roman un moment de répit, une pause. Cette écriture, avec peu de ponctuation, a plu ou a parfois déstabilisé. Pour un élève, le fait que ce soit moi qui ai donné la ponctuation en lisant m'a permis d'avoir une lecture avec un rythme qui me paraissait naturel. Merci Sandrine Colette pour cette belle histoire d'amour qui nous transporte, nous permet l'évasion et nous rend surtout encore plus furieusement vivants. Et merci à Antonin, Amine, Agathe, Maxime et à tous les lycéens anonymes dont j'ai emprunté les mots en espérant ne pas les avoir dénaturés. Bravo aussi à tous ceux qui ont écrit, enregistré leurs avis, réalisé des photos. Merci pour ces trésors. Et enfin, une dernière chose. Grâce à votre livre, loin, en Roumanie, Eliana et Damian ont découvert que l'on pouvait parler d'un enfant en disant aussi le môme ou le mioche, qu'on pouvait être en rogne ou gueuler. Ils savent ce que veut dire moche ou clébard. Et je sais qu'ils garderont cette merveilleuse expérience de lecture longtemps en eux, comme tous les autres lycéens, pour toujours, j'espère. Alors maintenant, je crois que c'est à vous de prendre la parole. Vous avez tout le temps jusqu'à, on va dire, aux alentours de 16h pour poser toutes les questions que vous souhaitez à Sandrine Colette. Je voudrais juste une chose, c'est que quand vous allez... Alors, vous levez bien la main quand vous voulez poser une question. C'est aussi valable pour les élèves qui sont de loin, en visio. Si vous avez des questions, vous nous faites signe et ce sera avec grand plaisir qu'on vous laissera la parole.
La seule chose que je voudrais, c'est que vous donniez, quand vous allez commencer à parler, votre prénom et l'endroit d'où vous venez, de quel lycée vous venez, de façon à ce qu'on sache un petit peu qui vous êtes, et puis qu'on puisse vous identifier. Hein. Alors, c'est toujours le moment le plus difficile, c'est la première question. Oh bah non, je dis que des bêtises. Faut que je dise mon prénom ? Oui, ce serait bien si tu peux te lever, peut-être, comme ça on te voit bien. Non, c'est trop difficile. Non, c'est bon. Camille, Lucien Millet, quelles ont été vos inspirations durant l'écriture de ce livre ? Alors c'est toujours une drôle d'expérience, les sources d'un livre, parce que ça vient souvent de petites choses très anecdotiques, très hasardeuses. Et puis ça s'agglutine et à un moment ça donne une histoire. Et donc là, en l'occurrence, c'est pas forcément très 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 glorieux. La première chose, c'est que moi je regarde très peu la télévision, mais j'ai un mari qui la regarde beaucoup, et donc comme c'est un garçon, il zappe. Et donc il zappe de chaîne en chaîne, et de temps en temps quand je passe, je vois une chose ou une autre, et à un moment il zappait sur une émission qui s'appelle Seul face à l'Alaska, il me semble, et où j'ai vu un paysage absolument magnifique pour le coup. Et je lui ai dit d'arrêter de zapper. Je voulais voir le paysage à ce moment-là, où des gens, presque comme vous et moi, mais complètement fous, retournent vivre dans la nature, sans magasin, sans téléphone, sans électricité, parce qu'il y a juste des générateurs qui procurent un peu de lumière. Et donc vivent de la chasse, de la pêche, avec des chevaux, éventuellement une motoneige, enfin, au bout du monde. Et je me suis dit, ça, c'est intéressant. Et puis, l'autre déclencheur, c'était mon attaché de presse qui, à ce moment-là, s'occupait d'un livre, de faire la promotion d'un livre qui était un livre de témoignages, pas un roman du tout, qui s'appelait Mal de mer. Et Mal de mer au sens maman. Et c'était le témoignage de mères de famille qui expliquent à quel point elles regrettent d'avoir eu leurs enfants et que si c'était à refaire, jamais elles le referaient, ni pour elles, ni pour eux. Donc c'était quelque chose d'extrêmement violent. On en discutait comme ça. Et puis en se disant d'autant plus que ce sont des mamans et ça nous choque, ça nous bouleverse. Peut-être que si c'était des pères qui disaient ça, ça nous paraîtrait plus acceptable ou plus normal, ou je ne sais pas. Et en rentrant, je me suis dit, maintenant justement, c'est intéressant de parler des pères, c'est intéressant de parler de ceux dont on ne parle pas beaucoup. Et en littérature, on ne parle pas beaucoup de la relation du père avec son garçon, en tout cas beaucoup moins que d'une mère avec ses enfants. Et le mélange des deux a fait le départ de ce livre, donc un grand paysage magnifique mais hostile, associé à un père qui ne veut pas être père. On n'est pas obligé d'applaudir à chaque fois. Hein. Enzo Maillet, Duplessis Mornay. En combien de temps avez-vous écrit ce livre ? Alors, en préambule, je vais dire que ce n'est pas représentatif de mon rythme d'écriture normal, parce que j'ai déjà, dans un autre contexte, répondu à cette question-là à quelqu'un qui a failli s'évanouir en me disant « mais moi j'ai mis autant de temps à le lire que vous à l'écrire ». Je l'ai écrit en 2 mois, et il y a plein de gens qui lisent un livre en 2 mois à peu près, donc ça leur avait paru très très rapide. Effectivement, c'est très rapide, parce que de temps en temps, il y a une idée qui vous tombe dessus, et qui sonne tellement juste qu'on a l'impression que ça s'écrit tout seul. Donc, c'est pas tout à fait vrai, mais j'ai l'impression que ce livre s'est écrit tout seul, c'est-à-dire que les idées venaient. En fait, et vous savez, les auteurs, on vous dit souvent qu'il y a cette hantise de la page blanche, c'est-à-dire on finit un chapitre ou on finit un paragraphe et après on sait absolument plus quoi écrire, on ne sait pas ce qu'il va y avoir après, et on peut rester bloqué comme ça pendant des semaines ou des mois. Et ce livre-là, ce n'est jamais arrivé. Donc, au lieu de mettre 5 ou 6 mois ou 8 mois à l'écrire, comme souvent, j'ai mis 2 mois. Alors, vous me direz, c'est un livre de feignant, il fait 200 pages.
effectivement, il est court, mais voilà, le fait est qu'il s'est écrit de manière très fluide, très spontanée, comme si j'avais tout dans la tête. Vous savez, de temps en temps, vous avez une histoire dans la tête et vous n'avez plus qu'à la raconter. Bon, d'accord, on applaudit. Bonjour, je m'appelle Baptiste Pelletier, je viens de Duplessis-Mornay et je voulais savoir quelle est la signification du titre. Donc c'est un titre qui est une phrase tirée du livre, donc c'est pas un titre en l'air, hein. C'est pas une sorte de résumé qu'on a essayé de faire après coup pour parler du livre, mais bien un petit morceau du livre extrait pour faire le titre. Parce qu'il m'a semblé, il nous a semblé à tous, c'est-à-dire l'éditeur et moi, que c'était peut-être le petit morceau de phrase qui voulait dire le plus de choses en le moins de mots possible sur le livre. C'est-à-dire que dedans, il y a la nature, il y a l'animal, il y a le « on » qui parle de l'homme, et puis il y a cette idée peut-être d'une nostalgie, qu'on était des loups, c'est vraiment Liam, un soir qui repense à peut-être une période de l'humanité où on était plus en phase avec la nature, avec l'animalité, c'est-à-dire qu'on ne parlait pas d'un côté de l'homme, de l'autre côté de la nature, mais il y avait bien un grand tout qui était la nature, et dedans, il y avait l'homme et l'animal, et le végétal et le minéral, il y avait tout à l'intérieur. Donc le titre illustre bien la mélancolie qu'il y a de cette époque-là, alors qui n'a pas existé, on n'a jamais été des loups. Enfin, on a été bien pire, sans doute, mais d'une époque, en tout cas fantasmée, où l'homme et l'animal et la nature ne font qu'un. Margot, Duplessis-Mornay, vivez-vous de votre plume ou est-ce un passe-temps? Un passe-temps. C'est drôle, c'est intéressant comme question en même temps parce que ce matin, il y avait la remise du prix et j'ai expliqué que quand j'avais votre âge, je me suis rendu compte que j'aimais fondamentalement écrire et que je rêvais d'écrire et que je rêvais d'être écrivain. Et puis, que ce soit au lycée ou à la famille, ou en famille, on m'a dit, oui, mais un écrivain, tu vois, c'est Victor Hugo. L'air de dire, bon, c'est pas à la portée de tout le monde, notamment pas la tienne. Et j'expliquais aussi que dans un CIDJ, quand vous vous dites, je voudrais être écrivain, à mon époque, qui était il y a plutôt 38 ans, ça n'existe pas, écrivain. C'est pas un métier. Donc, effectivement, ça pouvait juste être un passe-temps. Ce qui fait qu'on fait autre chose. Et éventuellement, on met son rêve de côté, puis on espère qu'on le retrouvera un jour. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc aujourd'hui, pour répondre franchement à la question, oui, je vis de l'écriture, donc on peut vivre de l'écriture, même si je sais que je fais partie des privilégiés. Hein. J'ai lu très récemment un article, alors sous réserve, mais qui expliquait, qui disait, je ne sais pas s'il y a des chiffres vraiment officiels déjà, que en gros sur 1000 manuscrits reçus par les éditeurs, il y en a en moyenne 2 qui sont publiés, ce qui est quand même très petit, et qu'aujourd'hui, une personne sur 4 en France rêve d'écrire un livre. Ça fait 20 millions de livres. Voilà, donc effectivement, il n'y a pas de place pour tout le monde. Donc je sais que je fais partie des gens qui ont de la chance, parce que j'ai écrit les bons livres au bon moment, parce que ça a plu à des éditeurs, et parce que j'ai un éditeur qui croit en moi, donc qui pousse, qui s'occupe vraiment des livres, et qui ne fait pas que les mettre sur du papier, puis les oublier à ce moment-là. Donc pour finir de répondre, je travaillais, hein, je dirais comme tout le monde, et j'ai eu la chance de pouvoir m'enfuir de mon travail et de faire de mes journées absolument ce que je veux et écrire. Bonjour, je m'appelle Rémi Baube, je suis au lycée Kyoto et j'aimerais savoir si vous écriviez si vous écriviez vos livres à la main ou à l'ordinateur. Merci. Je ne vais pas situer l'endroit, mais ouais, tout en haut. Okay.
Alors j'écris à l'ordinateur. Contrairement à vous, je fais partie d'une génération qui n'est pas née avec l'ordinateur, ça existe. Donc à la préhistoire, on écrivait à la main. Et c'est vrai que toutes mes dissertations et tous mes travaux d'université, jusqu'en 3e année au moins, je les ai écrits à la main. Et puis il y a eu cette arrivée de l'ordinateur qui fait que on perd un rapport à l'écriture manuelle que je retrouve, moi, par exemple, pendant les dédicaces. C'est pour ça que j'aime bien faire des dédicaces. En revanche, le confort de l'ordinateur pour les corrections, pour la mémoire, etc. Il faut savoir, moi, j'ai commencé avec aussi des machines à écrire normales. Donc, la machine à écrire de nos grands-mères qui fait un bruit pas possible. Et puis, quand on se trompe, on se trompe. Donc, sur la feuille, on met du Tipex. Et puis on met une petite flèche et éventuellement on colle même un bout de feuille pour faire des corrections. Donc j'ai commencé par ça. Ensuite il y a eu des machines à écrire où il y avait un tout petit écran et on voyait juste la ligne entière. Et à la fin de la ligne, ça écrivait d'un coup. Donc on pouvait corriger avant. Et l'ordinateur aujourd'hui, pour moi, c'est un confort formidable qui ne me gêne pas en termes de concentration, en termes de rapport au papier, par exemple. C'est-à-dire qu'en fait, je commence par chercher une histoire. Et donc, quand j'ai des idées d'histoire, quand j'ai des bribes, quand j'ai des notes à prendre, c'est tout sur un cahier. En revanche, je ne commence pas à écrire autrement qu'à l'ordinateur. Et la chance que j'ai, c'est que je tape comme les gendarmes, à 2 doigts. Index gauche, index droit. Donc, je tape lentement. Et ce qui fait que je retrouve, je pense, quelque chose de l'écriture qui fait que le temps que j'écrive ma phrase, j'ai le temps de réfléchir. Donc là-dessus, je suis gagnante aussi. Bonjour, je m'appelle Yann et je viens du lycée du Haut-Val. Et donc, je voulais savoir pourquoi est-ce que vous avez choisi cette fin qui peut sembler irréaliste et si vous en aviez envisagé d'autres. Alors, la fin du livre... Alors, oui, j'entends la question à côté. Pourquoi irréaliste ? Je suppose que c'est parce que ça finit trop bien. C'est ça. Enfin, trop bien. Je me suis posé la question, réellement. En fait, le livre aurait pu se passer autrement. C'est une des idées que j'ai eues, c'est-à-dire qu'il y a cette scène du lac qui est déclencheuse et qui est cruciale. Et à un moment, je me suis demandé si pour aller au fond de la noirceur et au fond de l'impossibilité d'être père, il ne fallait pas qu'à cet instant, Liam noie son fils et que la fin du livre serait une sorte d'errance désespérée dans la montagne, au bout de laquelle il finirait par mourir dans la neige quelque part. Et là, pour le coup, j'ai trouvé que c'était trop triste. Trop noir, c'est-à-dire que c'est un livre que je n'avais pas envie d'écrire. Donc c'est ma limite à moi. Mais j'y ai pensé et ça aurait pu être ce livre-là. Après, à partir du moment où je me suis dit « Sauvons ce petit garçon qui ne mérite pas ça », il y avait aussi cette possibilité de se dire le petit garçon, on le sauve, Haru, il mérite. Mais ce sale type qui a essayé de le tuer, qui a essayé d'avoir sa peau et qui n'arrive pas à dire qu'il l'aime, faisons-lui un sort. Et là, en fait, on étudie tous les scénarios. Et le scénario, je me dis, mais Haru, à la première page du livre, a perdu sa mère. Je me dis, est-ce que je peux lui faire perdre son père ? Et qu'est-ce qu'il devient à ce moment-là ? Est-ce qu'il va juste être élevé par des voisins ou, à son tour, errer dans la forêt ? Et donc, en fait, c'est une suite de possibilités qu'on a dans la tête et on les élimine les unes après les autres en se disant voilà ce qui me semble le mieux. Donc pas forcément à d'autres, il y a des gens qui aiment le trash ou le gore qui vont se dire il aurait pu l'écarteler et le découper au scalpel, ça aurait été sympa, ça aurait fait de la couleur. Il y a des gens qui se disent qu'on aurait pu se rendre compte finalement que sa mère n'était pas morte et qu'ils se retrouvent tous et qu'ils adoptent un petit lapin et que tout va bien, quoi. Je me suis dit, pour moi, avec la capacité d'émotion que j'ai supportable, c'est cette fin-là qui arrive.
Mais c'est un choix. C'est vrai qu'on aurait pu écrire plein d'autres histoires. Et on peut penser à plein d'autres fins et plein d'autres déclencheurs. Après, il fallait l'écrire avant moi dans ce cas-là. Bonjour, je m'appelle Agathe et je viens du lycée Guy Chauvet. Et j'aimerais savoir si vous comptiez adapter votre livre au cinéma. Merci. Alors, je compte. En fait, si on pouvait choisir, on adapterait tous nos livres au cinéma parce que c'est quand même une reconnaissance supplémentaire. Mais pour le coup, là, j'ai une chance inouïe parce que le livre a été acheté pour le cinéma tout de suite. Oui, oui. Donc, il va sortir et le réalisateur s'appelle François Bunel. Et c'est un présentateur, journaliste, écrivain, plein de choses, mais qui présentait La Grande Librairie, qui est la seule vraie émission littéraire à la télévision française, qu'il a présenté pendant longtemps et qui a arrêté il y a quelques mois parce qu'il voulait faire du cinéma, qui vient de faire un film sur Jim Harrison, qui est un grand auteur mort, depuis tout juste mort, un grand auteur américain, donc tourné aux États-Unis. Et c'est ça qui est drôle, c'est que quand François Bunel a lu On était des loups, il a expliqué qu'il voyait déjà le film dans sa tête. Je ne sais pas si ça vous a fait la même chose, mais il voyait les images. Il imaginait ce père, il imaginait ces paysages et les chevaux et le petit garçon qui traîne derrière. Et donc, il a acheté les droits et il va aller le tourner aux États-Unis avec un casting américain. Voilà. Bonjour, je m'appelle Lola Perronneau, je suis du lycée Kyoto. Et je voulais demander, madame, si vous pouviez, aimeriez-vous vivre une vie d'aventure dans un univers sauvage comme Liam ? Surtout pas. Alors, oui, en fait, c'est drôle. Ça me fait penser, il y a une grande mode française qu'on appelle l'autofiction. Et donc, c'est du roman où l'auteur se met en scène, mais ça devient un roman, mais il raconte sa vie, ou un peu romancé. Alors moi, je suis à l'inverse de ça, parce que d'abord, j'écris des livres horribles, or ma vie est plutôt tranquille. J'écris des livres au bout du monde, alors que je ne prends pas l'avion. Avant, je disais que j'avais peur de l'avion, maintenant je dis que c'est pour la planète. Et parce que... Alors, d'une certaine façon, tu as raison, parce que c'est un mode de vie qui me fascine, ce retour à la nature. Après ça, je me rends bien compte, en venant aujourd'hui à Loudun, que je pèle de froid, rien que sur le trajet. Et je ne suis pas sûre d'être capable de supporter en fait, cette vie-là sans électricité, sans eau courante, parce que c'est vraiment ça, que la façon dont vivent ces gens-là dans ces endroits-là, avec des... Je ne suis pas chasseuse. S'il le fallait, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, je suis incapable de tuer un animal, même pour le manger, si tu veux. Moi, j'ai souvenir, je fais une petite digression, d'avoir un matin, je vis à la campagne, dans des campagnes où il n'y a pas grand monde, et je me suis réveillée un matin et par la fenêtre, dans le jardin, mais un peu plus loin, à 30 ou 40 mètres, il y avait un lièvre assis. Donc j'ai trouvé ça sympa. Je me suis dit, waouh, un lièvre tranquillement chez moi, c'est que y a des bonnes ondes, quoi. C'est plutôt sympa. Et puis 5 minutes après, j'ai regardé et le lièvre était toujours assis au même endroit. Bon. Et je fais chauffer le café. Et un quart d'heure après, le lièvre était toujours assis au même endroit. Et là, je me suis dit, tiens, il y a un truc quand même. Un animal sauvage, ça bouge. Hein. Ça reste peu statique. En tout cas, pas longtemps comme ça. Et donc, je le surveille. Et à un moment, sur la toute petite route, passe une voiture. Et je vois que ce lièvre essaye de se bouger et ne peut pas. En fait, il était assis, il avait l'arrière-train paralysé. Et donc, par déduction, je me suis dit, dans la nuit ou au petit matin, il a été tapé par une voiture, il est paralysé. Donc, il est foutu, hein, clairement. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? C'est une question qui a l'air très bêtasse, très nunuche, mais qu'est-ce que vous faites de cet animal qui souffre ? Je me suis dit, mais si
tu as du cœur ou si tu dis que tu aimes les animaux, ce qui est mon cas, tu y vas, tu le tues pour abréger ses souffrances puisqu'on ne peut pas le soigner. Eh bien, je ne l'ai pas fait. Parce qu'en fait, j'ai été incapable d'imaginer prendre un bâton ou quelque chose et aller lui taper sur la tête d'un coup sec pour faire ça. Mais du coup, j'ai pensé à ce que disait ma grand-mère. Vous savez, les grand-mères, elles sont formidables, elles vous disent toujours qu'il y a quelque chose de magique en vous. Et la mienne me disait, comme je pense qu'on vous a déjà dit enfant, si tu veux quelque chose très fort, très très fort, si tu y penses de toutes tes forces, ça va arriver. Alors, je confirme, mais ça n'arrive jamais de la façon qu'on croit. Donc, je me suis mise derrière la fenêtre, et c'est stupide, hein, j'avais 40 ans, hein, j'avais pas 12 ans. Et derrière la fenêtre, j'ai regardé le lapin, et j'ai pensé, meurs. Ouais. S'il te plaît, meurs pour abréger tes souffrances, fais un arrêt cardiaque. Mais pendant 2 ou 3 minutes, et le lapin n'est pas mort. En revanche, à ce moment-là, en le regardant, arrive derrière, sur la petite route toujours, un 4x4. Et je reconnais ce 4x4 qui est celui d'un de mes voisins qui est chasseur et qui roule toujours très doucement parce qu'il regarde les traces des animaux. Et donc j'ai le temps de sortir de la voiture, de courir, de me jeter devant ses roues sur la route et de lui dire, voilà, il y a dans le pré là, que vous n'avez pas vu, il y a un lièvre qui a été tapé, qui est paralysé. Je ne sais pas quoi faire. Elle m'a dit, faut le tuer. Je lui dis, oui, s'il vous plaît. Et il m'a dit, je vais le faire si vous voulez. Je lui dis, ça m'arrangerait en fait. Et je ne regarde pas. Il m'a dit, je vous le rapporte et vous ferez du pâté. Je dis, non, merci. Le fait est que 1 minute plus tard, j'ai regardé, il n'y avait plus de lapins, il n'y avait plus de 4x4, il n'y avait plus d'agriculteurs. Et donc, en fait, l'affaire était réglée, mais l'idée de départ, c'était je ne peux pas vivre comme Liam parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas capable de tuer un lapin, quoi. Isor Jiquel, lycée La Salle Saint-Louis. Je me demandais si vous avez un thème qui revient souvent dans vos romans et si vous pouvez nous donner un exemple d'un roman précédent. Alors oui, j'ai des thèmes qui reviennent. Oui, par exemple la nature, par exemple la famille et par exemple la survie. Donc on retrouve les 3 dans celui-ci. Après, vous savez, la terreur de celui qui écrit, c'est quand les lecteurs commencent à dire « Ah ouais, non, mais c'est toujours la même chose, Colette, on en a marre ». Bon. Donc j'essaye de faire des histoires extrêmement différentes avec. Mais ces thèmes-là se retrouvent de manière très très régulière. Alors je ne sais pas, je pense à un autre de mes romans qui s'appelle « Les larmes noires sur la terre ». Alors pour donner, qui a cette différence, au lieu de se passer dans la grande nature, il se passe dans une casse automobile où vivent les gens. Donc c'est un petit peu comme un roman d'anticipation et où se retrouve parmi une ville entière qui recrée ses propres lois, ses propres règles extrêmement dures, un petit groupe de 5 ou 6 femmes. Simplement, elles se retrouvent parce qu'elles habitent dans les voitures d'à côté. Et arrive un jour une jeune femme avec un nouveau-né. Et donc ces gens qui viennent là, ce sont des SDF qu'on envoie à part pour pas que ça gêne la société. Et donc voilà, arrive cette jeune femme qui va rencontrer ces autres femmes qui vivent ou qui survivent déjà là. Donc on est dans la survie, on est dans les relations familiales entre cette jeune femme et son bébé et les relations de solidarité entre ces femmes-là. Après, la nature et tout ce qu'il y a de plus métallique, c'est peut-être l'écart que j'ai fait sur ce livre-là. Mais on retrouve là comment est-ce que des femmes seules survivent dans ce monde sans loi, sans règles. Bonjour, je m'appelle Gauthier, je viens du lycée français Saint-Denis de Seine et j'aimerais savoir qu'est-ce que ça vous apporte à vous comme autrice d'avoir gagné le sujet. Merci. Donc
je ne sais pas si vous avez entendu, tous, oui, ce que ça m'apporte d'avoir gagné ce prix. Alors, plein de choses. Avant tout, une joie immense, mais ce n'était pas le premier sentiment. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que j'ai été prévenue en premier par SMS. On reçoit un SMS, vous êtes le lauréat du prix Renaudot des lycéens, nous allons vous appeler dans 15 minutes. Et je me suis dit, c'est une blague. Donc j'ai cru que j'étais piratée et que c'était franchement pas drôle. Et puis un quart d'heure après, il y a eu le coup de fil. Donc une joie immense, évidemment. C'est évidemment une reconnaissance immense. Enfin, le Renaudot des lycéens, je sais pas, j'imagine que vous avez conscience de ce que ça représente. C'est un des 2 plus grands prix littéraires en France, le Renaudot. Et le petit plus lycéen, parce que moi je considère que c'est le petit plus, c'est le côté spontané, incorruptible de votre choix. C'est ce que, en fait, je dis ça parce que c'est ce que m'ont dit les libraires. Donc ça ne vient pas de moi. C'est vraiment, je vous restitue ce que des centaines de messages de libraires, quand ils l'ont appris, m'ont dit, en disant « Mais nous, les lycéens, on y croit. » Parce que leur choix est toujours, avec toute mesure, pur. Donc il y a cette reconnaissance, enfin, cette espèce de joie supplémentaire de se dire que, si vous voulez, je vais le dire de manière très discourtoise, on ne peut pas acheter 400 lycéens. Donc on considère que c'est un vrai prix de lecteur, spontané et sincère. Donc ça a apporté quelque chose d'extrêmement important pour moi. Anecdotiquement, ça m'a aussi permis d'apprendre une toute petite chose, parce que j'ai quand même dit le sentiment que j'avais, c'était une grande, grande fierté. Et donc j'ai redit que j'étais fière comme un pou. Et après, je me suis dit, mais finalement, pourquoi le pou est fier ? Et je suis allée chercher pourquoi on disait fier comme un pou, parce que je ne le savais pas. Alors, je vais quand même le dire, parce que je pense que peu de gens le savent. En fait, la vraie expression, c'est fier comme un poule, P-O-U-L, qui est le monsieur de la poule. Donc, en fait, fier comme un coq. La vraie base, et je ne sais pas si vous avez déjà vu un coq sur son tas de fumier, mais c'est relativement prétentieux. Hein ? Donc, fier comme un pou, c'est en fait fier comme un poule. Et comme souvent, vous savez, merci, les expressions se galvaudent, se transforment, etc. Donc, on a dit fier comme un pou, et comme on ne savait pas trop pourquoi, l'expression exacte est fier comme un pou sur un chignon. Donc, le prix Renaudot des lycéens m'a aussi apporté cette nouvelle connaissance dans ma vie. Voilà, mais ce n'était pas l'essentiel. Effectivement, l'essentiel, c'est que, en fait, c'est la première fois qu'un de mes romans sortait en rentrée littéraire. Donc, c'était un pari, d'abord, auquel je n'ai pas cru, auquel mon éditrice préférée, qui est à côté de moi, elle a dû batailler pour me convaincre. C'est-à-dire que je me suis traînée à ses pieds quasiment pour ne pas sortir en septembre. Elle a tenu bon, donc ça, je lui dois ça. Et avec cette peur de... Vous savez, on sort 500 livres en même temps à la rentrée. Donc, quelle chance objective avez-vous, vous, avec un livre, qu'on vous repère ? Il y en avait une. Elle a suffi. Et donc, le Renaudot des lycéens, je ne m'y attendais pas. Je ne l'espérais pas. J'espérais juste survivre. Et donc, en fait, c'est le cadeau en plus, c'est ça. C'est non seulement d'avoir été sur les listes et d'être arrivé jusqu'à vous aujourd'hui. Bonjour, je suis Noé Frossard du lycée Berthelot à Châtellerault. Et j'ai 2 questions. La première question, c'est comment vous remercier pour ce livre qui m'a beaucoup touché personnellement sur les relations paternelles et entre le fils et le père, et aussi, on va dire, la nature qui est décrite là-dedans, tout simplement sauvage.
Et deuxièmement, la question qui me vient, c'est est-ce que vous êtes inspiré peut-être du film Captain Fantastic, qui est un film qui parle un peu de la même chose, d'une manière autre, certes, mais comme ça. Merci beaucoup. Alors, pour répondre à la première question, que certains ou la plupart d'entre vous aient lu le livre, pour moi, c'est le plus beau remerciement. Ne serait-ce que parce qu'autour de moi, j'ai des neveux et nièces de votre âge qui ne lisent pas, qui n'ont jamais lu un de mes livres. Et je me disais que j'écrivais des trucs vraiment qui n'intéressaient que les adultes, éventuellement, et encore. Et de savoir que voilà, ce livre est récompensé par des lycéens, en fait, je pense que quand je vous dis que c'est le plus beau cadeau, et c'est extrêmement sincère. Sinon, en fait, je dirais rien, je dirais juste c'est chouette. Je dirais autrement, quoi. Donc, que vous l'ayez lu et qu'il y ait... il y a des enseignants qui m'ont dit qu'ils avaient travaillé ce livre-là avec des petits lecteurs. Donc, j'aime bien l'expression. C'est-à-dire, en fait, des lycéens parmi vous, il y en a qui lisent beaucoup et il y en a qui lisent très peu. Et que des petits lecteurs aient lu le livre en tout ou en partie, ou en tout cas aient eu envie d'en parler aussi, pour moi, là, c'est le plus beau des compliments, tout simplement. C'est d'arriver à faire partager une émotion qui est dedans. Donc, voilà. Et pour la deuxième question, alors je suis très peu cinéphile, donc je n'ai pas vu Captain Fantastic. Et honte sur moi, mais je ne sais pas ce que c'est. Donc, alors ça ne m'a pas inspiré, du coup. Mais non, j'expliquais tout à l'heure que c'était venu aussi un peu d'un autre livre qui parlait d'autre chose. Mais ça vient aussi, vous savez, autour de moi, il y a évidemment plein de parents qui sont maintenant moyennement jeunes, mais qui ont des enfants et qui racontent de temps en temps qu'ils n'en peuvent plus de leurs enfants, quoi. Là, il y a une maman qui m'expliquait il n'y a pas longtemps qu'elle avait dit à sa fille, qui est un petit peu survoltée, tu as de la chance d'être dans notre famille. Je crois qu'ailleurs, on t'aurait tapé dessus ou on t'aurait enfermé dans un placard. Mais vraiment, elle n'en pouvait plus, quoi. Et donc, c'est plutôt ça qui m'inspire. C'est quand j'entends des parents de temps en temps qui ne le feront pas, mais qui me disent, moi, mon fils, je n'en peux plus. Ou ma fille me sort par le nez, voilà pourquoi. Et je retiens tout. Et en fait, dans ce livre-là, j'ai aussi métamorphosé, évidemment, empiré, rendu plus violent, mais des choses que j'entends autour de moi en petit par des vrais parents avec des enfants comme vous. Même si vous pensez que vous êtes grand, vous pouvez parfois être encore fatigant pour vos parents. Ça parle. Bonjour, je vais essayer d'être un peu claire, mais à force d'écrire avec le point de vue de Liam, de se plonger dans ses pensées un peu, est-ce que quand même ça vous arrivait de détester ce personnage ou d'avoir l'impression d'écrire quelqu'un de profondément mauvais, ou vous vous êtes attaché à ce personnage vraiment du début à la fin ? Je réfléchis en même temps. Je crois que je ne l'ai jamais détesté parce que je lui ai trouvé des excuses. Je ne dis pas que... non, j'ai compris ce qu'il ressentait. Je ne dis pas que je l'excuse. En revanche, comprendre ce qu'il peut ressentir. Si vous avez peut-être déjà vu autour de vous, vous verrez au cours de la vie les réactions, les comportements humains. Il y a des choses qu'on n'imaginait jamais qui arrivent. On rencontre des gens qui ont des comportements dont on se dit que ce n'est pas possible, qu'on n'est pas du même monde, ou que ce ne sont pas des humains, ou que ce sont soit des surhumains, soit des animaux, enfin je ne sais pas. Mais en tout cas, tout existe en comportement dans la nature. Et là, j'ai plutôt pris le parti de me dire, imagine cet homme qui finalement n'aime qu'une personne dans sa vie, c'est sa femme,
et il trouve sa femme morte un jour. Donc le choc que ça représente pour lui, pour moi, n'excuse pas, mais explique tout ce qu'il y a derrière. Explique qu'il y ait du chagrin et du désespoir, mais explique aussi qu'il y ait de la colère. Donc j'arrive à le comprendre. Et puis je crois que, curieusement, même en parlant à la place de Liam, en me mettant dans sa tête à lui, les sensations que j'ai eues étaient plus celles de Haru, donc celles de ce petit garçon qui ne dit rien. Parce que vous savez, quand on écrit le livre, on écrit mais on ne parle pas. Donc j'écrivais les pensées de cet homme-là, mais moi j'étais muette comme est muet ce petit garçon qui n'ose rien dire parce qu'il sait qu'à tout moment ça peut exploser. Et donc j'essayais aussi, parce que Haru ne parle pas non plus, mais j'essayais de ressentir ce qu'il pouvait ressentir. Et vous savez, on parle souvent sur les enfants battus ou sur les enfants maltraités, même psychologiquement, ce qui est déjà énorme, du syndrome de Stockholm, c'est-à-dire de l'attachement au bourreau, c'est-à-dire que des enfants battus, quand vous leur dites ton papa il va aller en prison et on va te mettre dans une famille avec des gens gentils, ils veulent pas. Ils veulent rester avec leurs parents. Il y a cette relation-là, et en fait, je l'ai aussi vue de ce point de vue-là, parce que je pense que Haru, jusqu'au dernier moment, espère que quelque chose dans son père va casser et ouvrir la brèche qui fait qu'il pourrait y avoir un peu d'amour et un peu de lumière. Donc, en fait, je lui ai laissé cette chance-là. Je ne l'ai pas détesté, Liam. Je me suis dit, il y a un enfant qui attend. C'est plutôt ça que j'ai regardé. Bonjour, je m'appelle Laure du lycée Ernest Perrochon et je voulais vous demander pourquoi avoir créé un passé aussi sombre à Liam et est-ce que ça expliquait l'attitude qu'il avait envers son fils ? Oui, tu vois, tout à l'heure, il y avait une question sur les thématiques qu'on retrouve dans plusieurs de mes romans. Parmi elles, il y a la famille, et dans la famille, il y a la reproduction. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que beaucoup de parents maltraitants étaient eux-mêmes des enfants battus. Et c'est vrai que de notre point de vue, ça peut paraître extrêmement curieux. On se dit, si on a été battu enfant, on essaye de casser ça et de devenir des parents aimants pour ne pas reproduire la même chose. Or, il y a quelque chose de profondément humain qui est la reproduction. Ça veut dire que très souvent, on est capable de ne reproduire que ce qu'on nous connaît nous-mêmes. Si on a vécu sans amour, on ne pourra pas donner d'amour. En gros. Après, il y a les thérapeutes, après, il y a les gens qu'on rencontre, après, il y a je parle pour 80 ou 90% des trajectoires, et il y en a 10 ou 20 qui ne sont pas les mêmes. Mais voilà, très majoritairement, on reproduit ce qu'on a vécu. Et c'est extrêmement difficile de s'en échapper, et en tout cas de s'en échapper tout seul. Or, Liam vit tout seul. Il s'est mis à l'écart du monde. C'est éventuellement cette idée qu'on peut échapper à sa propre violence en se mettant de côté ou en se mettant à l'écart. Et le roman raconte que non, en fait. Quand on évite quelque chose, ça finit toujours par revenir, par se représenter. Jusqu'à ce que ça explose ou jusqu'à ce qu'on le traite ou qu'on s'en occupe. Donc, ça me paraissait intéressant qu'il ait cette enfance pas foncièrement malheureuse, mais violente en tout cas. Il a des souvenirs extrêmement violents pour expliquer lui-même d'où il part, le chemin qu'il a à faire, c'est-à-dire le prix qu'il va lui falloir payer pour arrêter justement ce cycle familial de violence. Si seulement c'est possible. Et jusqu'où il faut aller, effectivement. Et il faut aller jusqu'au lac, a priori. Bonjour, Nina du lycée La Saint-Louis. Je voulais savoir comment l'idée du prénom Haru vous est venue. Voilà. Les questions des prénoms, alors ça a l'air tout bête, et ce sont des questions qui me prennent des heures.
Alors, je ne sais pas comment expliquer, mais quand j'ai mes personnages, il faut que je leur donne un prénom. Et je n'ai pas le prénom au départ, en général. Et il faut que, pour moi, en tout cas, en espérant que ça fasse pareil pour les lecteurs, le prénom résonne avec le personnage. C'est-à-dire qu'on se dise que oui, le prénom lui va bien. Que si Haru s'était appelé Gaston, ça ne serait pas pareil. Tu vois ? Et simplement, je n'ai pas d'idée, et donc je fais un truc bête et méchant. C'est-à-dire que sur Google, je tape tous les calendriers de prénoms. Rares, anciens, celtiques, chinois, tout. Enfin, en fait, je passe des milliers de prénoms en me disant, là, je cherche pour ce petit garçon. Et c'est assez curieux. Il y a un moment, tac, je m'arrête sur un nom en me disant, ah, celui-là va aller. Et j'en retiens 2 ou 3. Et je me dis, celui-ci sonne exactement comme je voudrais. Après, peut-être que ça ne marche pas chez les lecteurs. Mais par exemple, Haru, je trouvais que c'était, comment dire, allez, petit, mignon, pur, innocent, léger, quelque chose comme ça. Et donc, ça allait exactement bien avec ce petit garçon. Et pour finir, ça vient en fait d'un calendrier japonais, mais j'ai enlevé le H. Ça commence par un H, normalement, Haru. Mais voilà, la recherche des prénoms, c'est toujours une histoire de résonance. Est-ce que ça va bien lui aller ? Je pense que c'est le même casse-tête que quand des parents cherchent un prénom pour leur futur bébé et qu'ils ne sont jamais d'accord et que ça va être le résultat de longs compromis. Et moi, l'avantage que j'ai, c'est que je suis la seule à choisir, donc c'est un tout petit peu plus simple. Martha Malpel du lycée Saint-Louis. Ma question, c'est quel a été votre passage préféré à écrire ? C'est une question qu'on m'a jamais posée. Alors, ce n'est pas forcément le passage que je préfère après coup, mais à écrire, le passage que j'ai préféré, c'est celui sur la colère. C'est celui où Liam dit qu'il est en colère contre la vie, le monde, la terre, et que le monde, il lui fera la peau, et la peau du monde, je ne sais plus, il la dépecera, il la trouera, il la raclera, etc. Et en fait, c'était l'explosion de la colère dans la voix de Liam, et je l'ai écrit d'un coup complètement, en étant moi-même dans un sentiment de colère absolu, mais je ne savais pas pourquoi. Simplement, c'est le moment où on est en osmose avec son personnage et qu'on arrive à ressentir ce que pourraient être ses propres émotions. Et donc, c'est à peine une page sur Liam qui n'existe plus. En fait, il n'est plus que colère. Et je crois que c'est le passage que j'ai préféré écrire parce que ça a été une sorte d'expérience mixte. C'est sorti de lui et de moi en même temps, quoi. Vraiment. C'était une drôle d'expérience. Bonjour, c'est Elisa du lycée de Bruxelles. Je voulais savoir si vous aviez... Donc, je suppose que tu parles de la ponctuation qui a failli tuer la correctrice de l'éditeur. Alors, anticiper, oui, mais pas tout de suite. En fait, c'est un roman qui est écrit à la première personne, avec très peu de ponctuation. Et j'avais commencé à l'écrire à la troisième personne, avec une ponctuation normale. Et puis, je me suis rendu compte que ça ne marchait pas. C'est-à-dire qu'en fait, le livre était mauvais, quoi, tout simplement. C'est-à-dire que je le relisais et je me disais... si on me le donnait à lire en librairie, je le rendrais au bout de ces 30 pages en disant ça ne m'intéresse pas trop. Donc il y avait un problème que j'ai identifié en me disant que j'étais en train de parler à la place d'un homme qui ne parle pas, puisque c'est un taiseux. Donc il y avait un problème, en fait. On ne peut pas faire parler un homme qui ne parle pas. Et à ce moment-là, en réfléchissant un peu plus longtemps que ça, je me suis rendu compte que la seule façon que j'avais d'accéder à Liam, c'était de rentrer dans sa tête. Et rentrer dans sa tête, ça voulait dire parler à la première personne.
et rentrer dans la tête d'un homme qui vient de perdre sa femme et à qui il reste juste un petit garçon dont il se dit à ce moment-là que ce petit garçon va juste lui pourrir la vie. C'est, vous savez, comme quand on est en colère, comme quand on prend un coup de rage, et puis après, et qu'on se dit, qu'on revient dessus et qu'on rumine en se disant ouais, et puis j'aurais dû lui dire ça, et puis d'abord ça, et puis la prochaine fois que je le vois, et puis etc. Et c'est cette espèce d'emballement comme ça, de pensée qui ne s'arrête pas, qui n'est pas très cohérente et qui n'a pas de virgule en fait. Donc à ce moment-là, au bout de ces 30 ou 40 pages, je me suis rendu compte que pour le style, pour être dans la tête de Liam, non seulement il fallait parler à la première personne, mais il fallait aussi enlever cette ponctuation pour qu'on voit le désordre qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est un petit peu plus compliqué à suivre, effectivement. Et encore une fois, vous savez, quand on envoie nos textes chez l'éditeur, il est corrigé d'abord pour l'orthographe, mais aussi pour la grammaire, pour différentes choses, quoi. Et je pense que la correctrice s'est demandé si j'avais pas envoyé une version provisoire dans laquelle j'avais oublié la ponctuation, mais non. Cette absence de ponctuation permet d'avoir des phrases en rafale, comme la pensée en rafale de Liam. Laurine, lycée Margaudry. Avez-vous déjà écrit une autobiographie ou envisagez-vous d'en écrire une? Sur moi? Ouais. Alors, c'est un sujet qui ne m'intéresse absolument pas. Non, mais franchement, alors, évidemment, on a des choses à dire, mais l'autocentration, moi, c'est très très loin de moi. C'est-à-dire que c'est mon 10e roman aujourd'hui. Il n'y a pas un moment où je me suis dit que j'aimerais écrire quelque chose autour de ma vie. Ce qui m'intéresse, c'est la vie des autres. Donc, je suis peut-être un peu comme le thérapeute qui s'occupe plus de la vie des autres que de la sienne, ou pour qui c'est plus facile, je ne sais pas. Mais en tout cas, autant j'ai conscience de voler vraiment des bribes de la vie des autres quand ils me la racontent. Il y a plein de gens autour de moi qui on vit tous des moments difficiles. J'écris des livres plutôt sombres. Peut-être vous avez vu. Pas drôle, quoi. Et donc, vos amis autour de vous, votre famille, vous racontent des bribes de vie, de choses compliquées, difficiles qui vous arrivent. Et je prends des bribes et ça m'intéresse de les utiliser quand ça se rapproche de thèmes que je traite à travers mes romans. Mais c'est vrai que l'autobiographie, pour moi, alors d'une part, c'est vrai que je suis un sujet qui ne m'intéresse pas. Et d'autre part, je pense qu'il y a une difficulté à prendre de la distance parce que moi j'aurais tendance à dire si on veut parler de soi, allons voir un psy. Quand on fait un roman, et il y a des très beaux romans d'autofiction, hein, mais je ne nie pas ça, mais je pense que moi je ne suis pas capable de prendre la distance nécessaire pour que ça ait bien l'air d'un roman et pas juste d'une longue thérapie que je soumets à mes lecteurs en leur disant « Voyez comme je suis belle, mais voyez comme je souffre et voyez tout ce que je fais ». Donc, non, l'autobiographie, jamais. Ouais. Naïs Bernard du lycée Oval de Sèvres, ici. Avez-vous lu les autres œuvres du Renaudot des lycéens? Si oui, lequel auriez-vous choisi à notre place si votre livre n'était pas dans la sélection? Je n'ai pas tout lu. Essentiellement parce que je suis extrêmement en retard, mais depuis des années dans mes lectures. Donc là, je lis à peu près les livres d'il y a 3 ans. Et j'en ai 80 en attente. Et maintenant, le sachant, si vous voulez, j'attends qu'il sorte en poche parce que je sais que je vais aller acheter un livre, je lirai dans 3 ans. Dans 3 ans, il sera en poche, donc je peux me contenter d'aller le chercher en poche. Donc je pense, si je ne me trompe pas, il y avait Un chien à ma table de Claudia Hunsinger. Non, donc c'est pas vous. Il y avait donc Le dernier des siens, effectivement.
Alors, en toute franchise, moi j'aurais pris On était des loups. Hein. Mais j'ai eu peur que vous choisissiez Le dernier des siens, à cause de l'histoire. Moins à cause de l'écriture. Je pense que c'était peut-être ce qui pouvait vous gêner, ou être une toute petite fragilité du livre. Mais l'histoire était merveilleuse. C'est-à-dire qu'en fait, j'aurais aimé avoir cette idée et j'aurais aimé pouvoir l'écrire pour mon roman d'après. C'est trop tard. Mais il y a des auteurs comme ça qui vous donnent des regrets. Vous savez, on lit et on se dit mais quelle merveilleuse idée. Sauf que c'est déjà fait. Donc voilà. Et sinon, j'avoue, j'ai peu lu de rentrée littéraire. J'ai lu dans l'urgence. On fait beaucoup de salons pour la rentrée littéraire et on fait des tables rondes à 2 ou 3 auteurs. Donc j'ai lu en priorité les auteurs que je rencontrais pour savoir de quoi on parlait les uns les autres. Mais je vais dire encore une énormité parce que je ne sais pas, est-ce que Zizi Cabane était dans la sélection? Non plus. Bon, alors, c'est l'âge, vous verrez. Vous aussi, vous confondrez. Donc non, je pense avoir lu juste un comme ça. Un autre. Bonjour, Yanis Carbajou du lycée Ernest Perrochon de Parthenay. J'aimerais savoir quel est votre personnage préféré? Dans le livre? Oui. Pour plaisanter, je vous dirais bien que c'est les gros, parce que moi j'ai une passion pour les chevaux, donc j'ai une affection particulière pour eux, et je pense qu'il y a un rôle des chevaux. Ce sont quand même eux qui ramènent Haru et son père, qui vont finir par les sauver, même s'il n'y a pas de volonté de ça. Mais ça passe par eux. Mon personnage préféré, c'est Haru. L'enfance me passionne, l'enfance meurtrie m'interroge, et la résilience, c'est-à-dire comment on guérit de ce qui nous arrive enfant, sur lequel on n'a aucune prise, me passionne aussi. Et je comprends bien que à aucun moment on a le point de vue d'Haru dans ce livre, on n'a que le point de vue de son père. Et pourtant, il me semble que Haru est le personnage principal, parce que je crois qu'au propre comme au figuré, c'est finalement lui qui va sauver Liam, et non pas l'inverse. Bonjour, donc moi je m'appelle Zélia Viard. Oh, il y a quelqu'un déjà? Non mais vas-y. Oui, bonjour, c'est Victoire du lycée Français de Bruxelles. J'ai vu que vous avez mis le livre en exergue, en extrait de la Bible du livre de la Genèse, et je me demandais pourquoi. Ce passage-là en particulier. Oui, donc on dit en exergue. Il y a ce verset de la Genèse sur le livre, parce que en fait, j'avais envie de mettre quelque chose en exergue, et je cherchais une citation extrêmement forte sur la relation père-fils que je n'ai pas trouvée, d'où le manque dans la littérature, en tout cas dans celle que je connais. On ne parle pas assez des pères et on ne parle pas assez des pères et des fils. Et puis je me suis rappelé, parce que c'est ma culture, évidemment que dans la Bible, il y avait ce passage-là d'Isaac qui est prêt à sacrifier son fils parce qu'il pense que Dieu lui a demandé et qui va le faire. Et donc il y a ce tout petit passage en exergue qui en plus m'a semblé à ce moment-là avoir une symbolique extrêmement forte, et ça ne concerne que moi, une symbolique qui répondait à non pas mon roman précédent mais celui d'avant, qui était sur la fin du monde, et dans lequel il y avait aussi en exergue alors c'était pas la Genèse, c'était l'autre. À l'autre bout, c'était un verset de l'Apocalypse, et qui me semble... Finalement, c'est dans ces mots-là, dans ces textes-là, je ne vais pas dire religieux, je vais dire spirituels, que j'ai trouvé le plus de force
le plus d'émotions possible, et donc que j'ai eu envie de les mettre en avant. Et puis il me semble que quand on commence à lire On était des loups et qu'on ne connaît pas l'histoire, on ne peut pas imaginer à quel point ça va ressembler à ce verset-là. Et quand on arrive au lac, et à la page d'après, à ce moment-là, le lecteur revient en se disant « mais oui, c'est pour ça ». Et ces allers-retours de l'imagination du lecteur entre un moment du livre et quelque chose qui s'est passé avant qu'on n'avait pas compris, ou on n'y avait pas fait attention, ou ça n'avait pas d'intérêt, et à un moment, on comprend pourquoi c'était là. Donc c'est aussi le clin d'œil que j'avais envie de faire, mais c'est aussi ce qui me paraissait symboliquement le plus lourd, le plus chargé, et le plus puissant que je puisse trouver. Oui, je reprends. Oui. Donc Zélia Viard du lycée Auguste Renoir. Moi j'avais une question, je voulais savoir ce que vous, donc en tant qu'écrivaine et j'imagine passionnée d'écriture, vous pourriez donner comme conseil aux personnes qui n'aiment pas lire ou qui voudraient se plonger un peu dans la lecture. Voilà. C'est une question difficile parce que j'ai toujours aimé lire, donc en fait je ne sais pas ce que c'est. Et par ailleurs, comme je disais tout à l'heure, j'ai autour de moi des neveux, nièces, etc., qui ne lisent pas, et je ne sais pas comment les faire lire. J'ai une nièce qui, comme moi, est passionnée de chevaux, qui a 18 ans aujourd'hui, et donc j'ai essayé de lui faire lire Les Talons Noirs, qui était une série culte quand j'étais gamine, quand elle était plus jeune, à la Bibliothèque Verte, et moi qui m'avais fascinée et passionnée. Elle a mis 1 an à lire le premier. Et je lui dis, mais t'as trouvé ça bien? Elle me dit, ouais, c'est bien. Hein. Je lui dis, tu veux le deuxième? Oh là, non. Voilà. Donc, je ne sais pas comment on fait. Je dirais qu'il faut essayer de trouver un genre qui nous convient. Moi-même, quand j'étais nettement beaucoup plus jeune, et il y a toute une période où je ne lisais pas. Je ne lisais que de la BD. Mais la BD me passionnait. Donc j'aimais parce que c'est graphique, parce que c'est ludique, parce qu'il y a plein de choses dedans. Et à ce moment-là, je me souviens que mes parents se sont dit, tant pis, c'est pas grave, elle lit. Donc pourquoi pas lire de la BD? Pourquoi ne pas lire des mangas? Pour moi, tout ceci, c'est de la lecture. Mais c'est difficile de dire à la place de quelqu'un à quoi on peut être sensible. Est-ce que si on est sensible à l'image, peut-être aller vers ça? Après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent à la lecture par le biais du polar, parce que le polar n'est pas toujours très bien écrit. En revanche, il se passe plein de choses. Donc on est happé par l'action, on peut être happé par ce qui se passe. On a peur. Il y a quand même des auteurs qui vous font incroyablement peur. Donc, moi, c'est quand même en lisant une auteure américaine qui s'appelle Moa Hyder que je suis allée vérifier si la porte de ma maison était bien fermée à clé, mais vraiment fermée à clé, quoi, avant de continuer le livre. Et donc ça vous tient. Donc, mais c'est compliqué. Et je dirais qu'il faut essayer plusieurs choses et surtout pas hésiter à demander conseil à des professionnels, en fait, qui sont les libraires. C'est compliqué de rentrer dans une librairie, on a la trouille parce qu'on a l'impression de ne pas être à sa place forcément quand on ne lit pas. Donc c'est plus facile d'aller dans une grande surface et de prendre au hasard. Mais rentrer dans une librairie en demandant à un libraire, en lui expliquant, voilà, moi j'aime pas lire, mais ce qui m'intéresse sur Netflix, c'est ça, ou dans la vie, c'est ça, ou voilà, ou quoi, un libraire est prêt à passer une demi-heure avec vous pour essayer de trouver quelque chose. Donc ils ont un côté absolument formidable là-dessus. Oui, pardon, les bibliothèques aussi. Je pense aux libraires parce que je vais plus souvent en librairie. Les bibliothécaires aussi sont là pour ça. Mais si vous voulez, moi je me dis le libraire ou le bibliothécaire est capable quand j'arrive et que je lui dis voilà, j'ai entendu parler d'un livre, mais je connais pas le nom de l'auteur, j'ai oublié le titre, et juste il y a du jaune sur la couverture, et il le trouve. Donc je me dis pourquoi est-ce qu'il ne trouverait pas ce qui pourrait commencer à vous intéresser en fantaisie, en polar. Il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. Or, un bibliothécaire ou un libraire, même si en fait ils ont peu de temps
pendant leur travail pour lire, mais ils lisent énormément et sont capables de faire le tri pour vous. Donc peut-être ça. Bonjour, moi c'est Lisa, je viens du lycée Ernest Perrochon. Et je voulais savoir si l'un de vos personnages vous représente ou représente l'un de vos proches. Pourvu que non. Alors, non, je réfléchis. Non, je crois que ce sont vraiment des personnages projetés. Comme je disais un petit peu tout à l'heure, Haru, c'est l'enfance meurtrie. Liam, c'est la paternité lointaine. Mais ça ne ressemble pas à des gens que je connais. Il y a eu des romans où j'ai utilisé des gens que je connaissais, effectivement, en brodant pour pas qu'on les reconnaisse, pour pas qu'ils ne se reconnaissent eux-mêmes, d'ailleurs. Mais dans celui-ci, je pense que les seuls qui ressemblent à de vrais personnages, ce sont les chevaux. Le reste, c'est de l'imaginaire. En fait, je dirais que je fais un peu partie de ces auteurs qui revendiquent vraiment le droit à l'imagination, c'est-à-dire je ne m'appuie pas sur des faits divers, je ne parle pas de ma vie dans mes romans. Voilà, j'essaye d'imaginer. Pour moi, la plus belle chose dans l'écriture, c'est l'imagination. C'est aussi le plus difficile. Mais là, effectivement, il n'y a pas d'inspiration. Il y a une lointaine inspiration sur le Mike, mais le mauvais. C'est-à-dire le vieil homme au fond des bois qui représente pour moi le monstre ou l'ogre, en fait, quelque chose, le méchant, quoi, si vous voulez, que j'avais déjà dessiné dans mon premier roman il y a 10 ans, puisqu'il y avait 2 vieillards complètement déments et qui leur ressemblent énormément, qui lui ressemblent. Je ne m'en suis rendu compte qu'après. Et ce Mike-là donc ressemblait à un vieux voisin qu'il y avait chez moi, qui était relativement impressionnant quand on est jeune. Ça veut dire que c'était un type qui avait un strabisme, donc vous saviez jamais si vous regardez ou pas d'abord, avec quel œil il vous regardait, donc en fait on cherchait en permanence. C'était un type qui avait beaucoup trop fumé dans sa vie, un vieil homme qui avait beaucoup trop fumé, donc il n'avait plus qu'un seul poumon, mais il continuait à fumer des brunes qu'il roulait lui-même, donc il avait des quintes de toux épouvantables, ce qui fait qu'il crachait ses poumons par terre, enfin c'était affreux, et il piquait des colères épouvantables. Et comme il avait vraiment une drôle de tête, nous plus jeunes, on se disait que c'était vraiment le type qu'on n'aurait pas aimé croiser le soir au fond du bois, et donc je l'ai mis le soir au fond du bois. Ça lui a pas porté chance. Alors il était un peu âgé, mais il est mort. Donc je le croiserai plus, mais voilà, c'est tout. Bonjour. Moi, c'est Camille du lycée Guy Chauvet. Je voulais vous demander, c'est quoi votre prochain projet, ou du moins s'il y en a un qui est en cours en ce moment? Alors là, tout de suite, je suis en vacances, comme vous demain. Non, je n'ai pas spécialement de projet pour l'instant. C'est-à-dire que, en fait, je profite un peu de la promotion de ce livre-là, de tout ce qui se passe autour de lui. Et puis, j'ai dû aller dans 30 librairies, là, à peu près, en 2 ou 3 mois. Donc, je me suis beaucoup promenée. Ça laisse pas beaucoup de temps pour écrire. Donc, je laisse venir les idées en ce moment. Je n'ai pas de projet d'écriture bien calé pour le moment. Et puis il me semble qu'il y a aussi des fois il faut faire un break entre 2 livres pour ne pas, à l'insu de son plein gré, comme disait Virenque, refaire le même livre sous une autre forme, mais refaire le même. Et je sais que comme j'ai beaucoup aimé écrire ce livre-là, il reste beaucoup dans ma mémoire et je redoute de faire le même. Donc je prends du temps pour que ça passe. Bonjour, Dany de la Salle Saint-Louis. J'avais une question par rapport à Mike, donc je retourne dessus. Vous aviez dit tout à l'heure que vous associez les personnages à des prénoms que justement vous venez à l'esprit. Sauf que du coup, les 2 Mike sont fondamentalement opposés.
Donc comment vous expliquez qu'il y en a un qui est totalement dément et bizarre, et l'autre qui est adorable, comme vous le décrivez, je pense. Oui, dans ce livre-là, effectivement, je pense que j'ai fait ça uniquement parce que j'ai vu, en vrai, pas dans le livre, j'ai vu une fois un petit garçon, pas vieux, hein, qui venait, et puis il y avait des amis, etc. Et ses parents lui disaient, regarde, dis bonjour à la dame, elle s'appelle comme ça, et dis bonjour au monsieur, il s'appelle comme ça. Et le monsieur avait le même prénom que son père à lui, que le papa du petit garçon. Et je me souviens que le petit garçon a regardé son père et l'autre en se disant, il y a un problème. Tu vois, vraiment, il n'a pas compris, quoi. Il n'a pas compris que plusieurs personnes pouvaient avoir le même prénom. Pour lui, c'était l'un ou l'autre. Et en fait, c'était pour remettre ce clin d'œil dedans que j'ai donné le même prénom à cette espèce de monstre qu'il y a à la fin du livre et à ce voisin, effectivement, qui va en partie recueillir Haru quand Liam aura besoin qu'on le garde. Donc, effectivement, ça va à l'encontre de ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que le plaisir du clin d'œil a été supérieur à la logique du prénom. Et puis, il faut surprendre le lecteur de temps en temps. Je suis Léa Bertrand, je viens du lycée Mercelin-Berthaud de Châtellerault. Et je voulais savoir si la mort d'Ava était une obligation scénaristique pour vous, ou est-ce que vous aviez prévu autre chose pour entamer cette aventure, pour renforcer la relation de Liam avec son fils. Oui, il me semble que c'était le passage obligé. Parce qu'en fait, tant qu'elle était là, le monde tournait rond. Et il y a un moment où, pour écrire ce livre-là, c'est dire, en fait, pour emmener des personnages au bout de leurs ressources et voir à ce moment-là ce qu'ils sont capables de déployer, en bien ou en mal, il faut qu'il y ait un événement déclencheur extrêmement fort, une rupture forte. Et il me semble, par exemple, que si Ava avait été simplement blessée, ça ne marchait pas. Donc, il fallait une vraie grosse rupture et ça m'a paru évident à ce moment-là. Après, je dirais c'est pareil, quand on y pense, hein, on est influencé aussi par tout ce qu'on a lu, tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a intériorisé depuis qu'on est enfant. Et moi, j'ai eu une passion morbide pour Bambi. Je ne sais pas si à votre génération, on en voit encore Bambi quand on est petit, mais j'espère que vous avez tous pleuré. Oui. Oui, sauf si vous l'avez vu à 18 ans. Mais si vous l'avez vu à un âge normal, voilà. En fait, le début de On était des loups, c'est le début de Bambi. Hein. C'est-à-dire que vous avez un petit qui vit avec sa mère, et la mère est tuée par des chasseurs. Donc là, j'ai rendu justice. C'est l'ours qui tue la femme du chasseur. Et le petit donc, se retrouve seul avec son père qui est le roi de la forêt, effectivement, mais qui veille sur lui peut-être, mais qui est extrêmement lointain. Et donc il va falloir qu'il trouve comment on survit à ce moment-là. Bambi est élevé par un putois et des lapins. Et Haru va suivre son père qui est d'une certaine façon le roi de la forêt. Mais j'ai pensé moi vraiment à la force de cette rupture au départ pour que l'histoire change complètement, pour que ça ne soit pas juste de la demi-teinte. Vous voyez, il fallait que tout soit différent à ce moment-là. Et donc je suis passée par là. Ça aurait pu être le père qui meurt. C'était une autre histoire. À chaque fois, on se pose la question. Et si c'était Liam qui mourait au cours de la chasse et qu'il reste que Ava et son petit garçon dans cette montagne, mais ça aurait pu être une histoire complètement différente, mais ça aurait pu être aussi une très belle histoire autre. Alors, lorsqu'on a discuté ensemble pour choisir le prix Renaudot entre lycéens, il y a eu
plusieurs parallèles qui ont été faits, dont un que j'ai trouvé très intéressant avec Albert Camus. Alors, c'est drôle parce qu'en fait, on vit, quand on écrit un livre, quand on écrit une histoire, ça vous est peut-être déjà arrivé, on vit dans l'illusion totale qu'on part d'un terrain vierge, que personne avant nous n'a abordé le sujet et qu'on fait quelque chose de complètement neuf. Et puis après, on se rend compte qu'il y a déjà à peu près 115 livres sur le même thème et on croise les doigts pour que ça ne soit pas raconté de la même façon, puisque quasiment tous les sujets ont déjà été abordés. Et c'est pareil, quand j'écris un livre, je ne pense à rien, à aucun autre livre qui aurait pu m'influencer. Et après coup, je me rends compte qu'il y a des influences de celui-ci, celui-là, enfin, voilà, des choses qui m'ont marqué et que j'ai tellement intégrées que je ne me souviens même plus que ça m'est étranger. Donc ça fait partie de moi. Et pour donner un titre, parce que je pense que il est complètement transposé, mais il y a quelque chose de ça. Ce qui a enveloppé peut-être On était des loups, c'est un très court livre qui s'appelle Le Grand Cahier, d'une auteure hongroise qui s'appelle Agota Christoph. Donc c'est un tout petit bouquin et c'est l'histoire de deux jumeaux dont on suppose qu'ils ont 10-12 ans, qui sont, pendant une guerre, amenés par leur mère et laissés chez leur grand-mère, qui s'avère être une horrible grand-mère, donc c'est-à-dire sans sentiment, sans amour, sans rien, et qui va les traiter comme des chiens, les appeler les fils de chienne. La chienne, c'est sa fille. Et ces deux jumeaux, d'abord, vont s'épauler, et ensuite vont se rendre compte que s'ils veulent vivre avec cette grand-mère, s'ils veulent survivre, et en fait, incroyable, finir par l'aimer, il va falloir être comme elle. C'est-à-dire il va falloir être aussi dur, aussi mauvais. Et donc, ils s'entraînent d'abord à lui obéir, mais ensuite à se donner des coups l'un l'autre. Oui, des exercices d'endurcissement complètement. C'est exactement ça. Et avec une fin incroyable, en apothéose à mon avis. Et donc, je pense qu'il y a... Ça, quand je le raconte comme ça, je me dis non, ça n'a rien à voir, mais si. En fait, la dureté de la vie est peut-être transposée. Là, la dureté de la grand-mère qui déteint sur les enfants, et là, j'ai la dureté du père qui ne déteint pas, mais justement, je pense que j'ai voulu réparer le Grand Cahier d'une certaine façon. Et donc, il y aurait une parenté avec le Grand Cahier d'Agota Christoph. En tout cas, une influence. Bonjour, moi c'est Nora du lycée Léonce Villejeu et j'aimerais savoir quels écrivains vous ont marqué durant votre formation littéraire et quelles traces trouve-t-on aujourd'hui dans vos œuvres. Attends, juste, quelles quoi? Quelles œuvres? Quelles œuvres Alors, moi, au départ, j'ai fait plutôt des études de philo. Et je pense que ça m'influence énormément en termes de questionnement sur la nature humaine, plus que des œuvres. C'est plutôt qu'est-ce que c'est que l'homme, qu'est-ce que c'est que l'humanité, et qu'est-ce que c'est que notre part d'ombre à l'intérieur, la conscience de ce qu'on fait ou pas, la volonté de faire du mal ou pas. Oui, très souvent, qu'est-ce qui en nous relève de l'instinct, relève de l'acquis, relève de la civilisation ou relève de quelque chose de primaire ou de brutal. Et tout ça, c'est la philo qui me l'a apporté, la réflexion philosophique qui me l'a apporté avant la littérature, je crois. Ensuite, on a forcément des romans qui nous ont beaucoup marqués par ailleurs, hein, mais tu vois, avant de citer Le Grand Cahier d'Agota Christoph, qui m'a beaucoup marqué, ou avant de parler d'un tout petit livre aussi, à mon avis, fantastique, qui s'appelle La Grosse, de quelqu'un qui s'appelle Françoise Lefebvre, qui est un sublime petit livre
sur une garde-barrière, donc qui, à l'époque où tout n'était pas automatisé, levait les barrières SNCF, et qui est une grosse, et donc dans le village, tout le monde se moque d'elle, qui est sublime. Bon, bref. Mais avant de parler de ça, je te dirais, il y a la philosophie, il y a Hannah Arendt, il y a les anciens Grecs, Platon, Aristote, il y a plein de choses que je n'utilise pas telles quelles, mais qui me font penser à quelque chose de l'humanité. D'où l'intérêt de la philo, c'est que ça sert à rien pour trouver un métier. Mais en revanche, pour réfléchir, c'est absolument formidable. Il marche pas. Bonjour, Éléonore Emery de la Salle Saint-Louis. Est-ce que ça a été dur mentalement pour vous d'écrire sur un sujet comme ça ? Alors non, parce que je suis un monstre. Donc, j'ai mes limites. Mais non, c'est... En fait, je crois qu'il y a des auteurs, ça m'arrive de temps en temps, qui se font happer par leur propre livre au moment où ils l'écrivent. Et donc, on rentre dedans, on est pris dedans, on est en transe, on peut se sentir mal et tout. Mais la plupart du temps, je sais que moi, je garde une distance qui est celle du jeu. C'est-à-dire que pour moi, l'écriture est un jeu, une passion, plein de choses, une nécessité, mais un jeu. C'est-à-dire que je sais que ce n'est pas vrai. Je sais qu'il y a une distance entre elle et moi. Donc même écrire des choses dérangeantes, ça ne me pose pas de problème parce que c'est le jeu à ce moment-là. Vous voyez, c'est peut-être... c'est comme si je vous disais dans un jeu vidéo, est-ce que c'est compliqué pour vous de dégommer tout le monde avec des fusils d'assaut ? Bah non, parce que c'est du jeu. C'est presque pareil. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, j'ai cette distance entre l'histoire que je raconte et moi. C'est-à-dire que je suis concentrée dedans, mais je sais que c'est une histoire. Donc ça ne me pose pas de problème. Bonjour, je m'appelle Amanda et je suis au lycée Léonce Villejeu. Quelle part d'imaginaire et de réalisme y a-t-il dans cette histoire ? Excusez-moi. Non, je vous en prie, je sais que c'est dur quand on prend un fou rire. Si vous arrivez à faire prendre un fou rire à tout l'amphi, bravo. De réalisme et d'imaginaire, c'est un petit peu ce que j'ai dit par-ci, par-là. C'est-à-dire que j'utilise des choses que j'ai entendues de parents à bout. J'utilise des choses que j'ai lues, voilà, des choses comme ça. Et après, je suis un auteur de l'imaginaire. Donc, je ne me cale pas sur un fait divers ou je ne me cale pas sur une histoire qu'on m'a racontée entièrement. C'est-à-dire que j'invente. Mon plus gros travail, c'est d'inventer. C'est ça que je fais en permanence. Donc, si vous, le livre, il y a peut-être 15% de réalisme et tout le reste, c'est de l'imaginaire. Ilona du lycée Auguste Renoir à Limoges. Parmi tous les livres que vous avez écrits, lequel a été celui que vous avez le plus aimé écrire ? Enfin, s'il y en a un déjà. Et même si vous disiez que vous arriviez particulièrement à vous détacher des livres que vous écrivez en sachant que c'était une histoire, est-ce qu'il y en a quand même un qui a été assez compliqué à écrire ou qui vous a beaucoup éprouvé lorsque vous l'avez écrit ? Alors, il y a 2 romans que j'ai pris un plaisir particulier à écrire. D'abord, il y a celui-ci, parce que, comme je vous l'ai dit au départ, hein, il y avait cette expérience étrange, mais exaltante, qui s'écrivent d'un coup. C'est-à-dire de pouvoir l'écrire en 2 mois, en ayant chaque jour des idées, chaque jour de l'élan. Donc il y a quelque chose de très exaltant là-dedans.
Pas de, c'est-à-dire pas de temps pour reprendre haleine, pas de temps pour reprendre son souffle. Il y avait toujours quelque chose à dire, donc c'est intéressant. Et puis j'ai écrit un roman qui s'appelle Il reste la poussière, qui est un roman qui se passe, alors qui a des proximités un petit peu avec celui-ci, qui se passe en Patagonie, au fin fond de l'Argentine, dans des élevages de moutons, et ça met en scène une mère extrêmement toute puissante et extrêmement omniprésente qui élève d'une main de fer ses 4 fils. Donc c'est pareil, on est dans mon leitmotiv de famille dysfonctionnelle et de grands espaces. Je lui trouve une ambiance particulière, mais je ne saurais pas expliquer pourquoi. C'est ça qui est compliqué, c'est ça aussi qui fait la magie de l'écriture et des lecteurs, c'est que nous n'aimons pas tous les mêmes livres. Simplement, moi je sais que j'ai pris un plaisir particulier à l'écrire, sans doute parce que à un moment vous sentez que vous êtes porté par alors pas par la plume, hein, mais par le clavier. C'est-à-dire on a l'impression vraiment que ça s'écrit tout seul, que ça passe dans les doigts et que le livre s'écrit et que c'est bon en fait, que le lendemain en plus on ne va pas tout jeter en se disant qu'on a déliré. Donc il y a ces 2 romans-là et sinon, je ne pense pas avoir été jamais mal à l'aise ou compliqué avec un roman. Il y a 1 ou 2 fois où ça m'a fait un peu de mal parce qu'il y a des enfants qui meurent. Et je me suis demandé si c'était pas ma limite. Et puis pour le livre, il fallait que cet enfant meure. Pas forcément, on aurait pu faire autrement, mais ça apportait de la force, ça apportait quelque chose. Et alors pour le coup, là, je n'étais pas fière à ce moment-là parce que j'ai trouvé que c'était triste d'écrire ceci, et triste parce qu'en vrai, ça existe aussi. Il y a eu 2 fois à cette occasion-là quelque chose où vous êtes flottant en vous disant est-ce que j'ai eu raison de le mettre. La suite vous montre que oui, mais il y a eu un moment de doute, un petit moment de malaise là-dessus, uniquement quand il y a la mort d'un enfant. Je m'appelle Simon et je viens du lycée Saint-Louis. Je voulais savoir, est-ce que vous avez eu des refus de romans avant de publier votre premier livre ? Et pendant combien de temps vous avez écrit avant de publier votre premier livre ? Alors, ça dépend, parce que écrire pour écrire, comme j'ai vu à l'heure du déjeuner plusieurs d'entre vous qui le font, écrire pour soi, je l'ai toujours fait. Après, il y a un moment où on décide qu'on voudrait être publié. Donc, on fait la démarche, parce que moi, j'écris depuis que j'ai 8 ans. Mais évidemment, à 8 ans, on est rarement publié. En revanche, à partir du moment où j'ai décidé d'écrire pour être publié, pour essayer d'être publié, alors c'est pareil, je fais partie des gens chanceux qui ont été publiés tout de suite. C'est-à-dire que j'ai écrit un roman, je l'ai envoyé à 2 éditeurs, et il y en a un qui m'a répondu retravaillez-le et on va voir, ça nous intéresse. Et il y en a un autre qui m'a dit on le prend parce que ça nous intéresse et on va le retravailler un peu avec vous. Donc voilà, j'ai pris celui-là. Plutôt de préférence. Mais en fait, à partir du moment où j'ai envoyé le texte, tout ça est arrivé en moins de 10 jours. Donc quand je dis que c'est chanceux, c'est chanceux. C'est pas du tout représentatif. Moi, je m'étais préparée à avoir des refus, beaucoup de refus. Vous savez, les lettres sympas qu'on vous envoie en vous disant que le texte est plein de qualité, mais que, hélas, il ne correspond pas tout à fait à la ligne éditoriale de la maison, mais qu'on peut réessayer dans 20 ans. Hein, et voilà, rien de tout ça n'est arrivé. Encore une fois, j'ai eu de la chance. J'ai un parcours chanceux pour ça. Bonjour, c'est Margot du lycée français Jean Monnet. Et j'aurais une question, du coup, c'est
Alors moi, je commence au début et je suis chronologiquement jusqu'à la fin, pour la simple raison que parfois, une ou deux fois, j'ai fait différemment, ne serait-ce que parce que de temps en temps, vous avez une idée super chouette, on l'écrit, et puis on a une autre idée intéressante, un peu vive, pour 10 pages plus loin, mais au milieu, il faut écrire une transition. La transition, c'est toujours casse-pied, on n'a pas beaucoup d'idées, il faut meubler un peu. Et donc à ce moment-là, vous vous dites, bon, j'écris le passage d'après qui m'intéresse et je ferai la transition après. Je reviendrai, quoi. Et je me suis rendu compte qu'alors moi, je ne sais absolument plus ce que j'ai déjà écrit, si c'était avant, si c'était après. Donc je me mélange complètement les pinceaux, ce qui fait que j'ai besoin d'écrire chronologiquement. Donc si jamais je bloque page 56, je reste à la page 56 jusqu'à ce que la 57 se débloque et je ne vais jamais plus loin. Sinon, je suis sûre que c'est fichu, quoi. C'est mélangé. René Angelescu du lycée La Salle Saint-Louis. Je voulais savoir si dès le début de la rédaction de votre roman, vous saviez que vous vouliez exploiter le point de vue du père et non du fils. Alors, oui, je crois que oui. Alors, peut-être pas à ce point-là, puisque comme j'avais commencé à écrire le livre à la 3e personne, ça laissait peut-être une possibilité à un moment pour que le narrateur de la 3e personne regarde aussi Haru. Mais l'idée a toujours été d'être du point de vue du père, effectivement. Et je pense que de mon point de vue, il y a une vraie difficulté à tenir le langage d'un enfant de 5 ans et demi et la compréhension d'un enfant de 5 ans et demi dans un roman. C'est-à-dire que j'ai peur d'être décalée. Le regard d'Haru, il faut qu'il soit absolument juste, ni trop mature, ni trop bébé, mais avec quels mots. Et je pense que j'étais pas capable de rendre avec une infinie justesse le regard d'Haru. Donc j'ai vraiment choisi d'endosser le regard de son père, le regard de Liam, y compris le regard de Liam sur Haru, mais jamais Haru. Haru finalement ne fait qu'attendre. Bonjour, je m'appelle Alice René de La Salle Saint-Louis. J'avais une question par rapport à un passage donc, de la course-poursuite et de l'empoisonnement et tout ce qui se passe avant et après. Comment est-ce que vous êtes arrivé à écrire ça et pourquoi ? Alors peut-être parce que j'ai commencé dans le polar. C'est-à-dire que mes premiers romans avaient une étiquette de thriller. Et donc, dans le thriller, on travaille davantage sur les rebondissements, sur quelque chose d'un peu... sur le suspense et sur quelque chose d'un peu haletant. Et donc, c'est un vieux reste. De me dire que moi-même, si je devais lire ce livre, qu'est-ce que j'aimerais lire comme livre ? J'aimerais lire un livre où il y a une histoire, où il y a des rebondissements et où je peux être surprise. On peut me surprendre. Et une histoire dans laquelle je me demande à la page d'après si ça sera ça ou ça qui va se passer, donc du suspense. Et le thriller répond à ce code-là, et donc j'ai gardé un petit peu de ça. C'est-à-dire que je me suis dit qu'une fois passé le lac, ils pouvaient aussi rentrer chez eux tranquillement, mais ça suffisait pas, si vous voulez. C'était un petit peu long de rentrer pendant 100 pages sans qu'il se passe quoi que ce soit. Et encore une fois, c'est une question de choix dans l'histoire, et qui était de me dire, bon, il y a ce déclencheur du lac, ils en sont conscients tous les deux, quelque chose se répare, mais ça ne veut pas dire que tout est facile. Et je me suis demandé à ce moment-là si c'était pas intéressant que ce père qui a été tellement dur, même si il y a une espèce de rédemption à ce moment-là, s'il fallait pas qu'il y ait le retour, qu'il y ait le coup de boomerang, qu'il y ait le retour de bâton, c'est-à-dire que il ait son épreuve à lui après ce qu'il a failli faire à son fils. Et donc ça m'a donné l'idée d'un rebondissement.
Voilà, sachant que ce n'est pas un thriller, mais c'est un livre dans lequel je veux qu'il y ait de l'émotion, un tout petit peu d'action, un peu de rebondissement, et que le lecteur ne soit pas simplement paisiblement porté jusqu'à la fin, mais que jusqu'à la fin, il se demande comment ça va finir. Vous voyez, pas qu'il le sache dès le départ. Il y a des bouquins que vous commencez et vous vous dites, bon, bah, d'accord, là, ils se détestent et puis il va se passer un truc et puis ils vont s'aider entre eux et après, ils rentreront et tout ira bien. Non, c'est pas si simple que ça. Il faut pas que ça soit si simple. Voilà, c'est pour pimenter, simplement. Bonjour, je m'appelle Amélie Blachère du lycée Marcelin Berthelot à Châtellerault. Je voulais savoir si vous aviez des conseils à donner à tous ceux dans la salle qui aimeraient écrire. J'ai un conseil horrible qui est, je pense, ça ne se vérifie pas tout le temps, mais je pense qu'à 18 ans, on ne peut pas écrire un roman mature. Il y a des exceptions. Beaucoup d'exceptions. Oui. Oui, il faut avoir quelque chose à raconter. Mais il me semble, si vous voulez, moi j'ai écrit mon premier roman à 40 ans, je me suis dit pourquoi tu ne l'as pas fait avant ? Tu aurais eu une vie qui te plaisait davantage. Mais je pense qu'avant, j'étais pas capable. Alors 40 ans, c'est tard. Hein. Mais donc il y a un juste milieu. Mais à 16, 17, 18 ans, je pense qu'il manque une maturité, peut-être dans la réflexion, peut-être dans l'écriture. En revanche, le conseil que je donnerais, c'est il faut écrire. Écrire sans relâche, parce que plus on écrit, mieux on écrit. Ça, c'est évident. Moi, je comparerais ça à n'importe quel sport ou à du violon. Quand vous commencez, c'est horrible, où on tombe tout le temps, et puis plus vous en faites, et plus on tient, plus on fait des figures, et meilleur on est. Donc de continuer. Et puis, alors ça n'engage que moi, parce que nous avons tous notre méthode, mais moi, si j'avais un conseil à donner, ça m'est arrivé trop souvent de commencer à écrire une histoire et de l'arrêter au bout de 30 pages parce que je n'avais plus rien à dire. Et je me suis rendu compte que j'avais une idée, une petite idée, mais je n'avais pas une histoire. Et donc, si j'avais un conseil, ça serait qu'il faut quasiment faire un plan. On peut mettre des blancs, hein, mais quasiment faire un plan de 30 chapitres pour savoir comment on commence, jusqu'où on va, par quoi on passe. Mais si on n'a pas l'histoire en tête avant de commencer à l'écrire, moi je sais que pour moi c'est rédhibitoire. Il y a un moment, je me dis, non, c'était pas une histoire. En fait, je n'avais rien à dire. On doit pouvoir répondre à la question, quelle est l'histoire que tu veux raconter ? Et on se rend compte très souvent qu'en fait, on a une scène à raconter, mais pas une histoire entière. Je crois qu'on va prendre la dernière question. Okay. Déjà. Bonjour. Baptiste du Plessis-Mornay. Je voulais savoir quel est votre but ultime dans votre carrière, si c'est un autre prix ou autre chose. Devenir Dieu. Oui. Alors non, tu vois, il y a quelque chose dans l'écriture, je dirais, d'extrêmement précaire, et que je vois chez d'autres auteurs. Il y a des auteurs, je crois qu'on peut le dire, sous couvert de mon éditrice qui m'écoute, il y a des auteurs qui ont eu des prix ultimes, comme le Goncourt, et dont on ne parle plus, 10 ans après, qui ont disparu. Et donc moi, le but ultime, c'est de continuer. C'est-à-dire, c'est moins avoir des prix que pouvoir continuer à jouer, puisque j'assimile ça à un jeu, l'écriture. Et je me suis rendu compte, pour tous ceux qui veulent écrire, là, on vous dit que c'est difficile d'être publié. Certes, c'est difficile. Je pense que le plus difficile, c'est de pouvoir durer 10 ans, 20 ans, 30 ans. C'est-à-dire de continuer à faire ce qu'on aime. Et donc le but ultime, mais en fait c'est le souhait ultime, à chaque fois qu'un livre sort, c'est que ça se passe suffisamment bien pour qu'on puisse continuer encore une fois, et encore une fois, et encore une fois, et qu'importe les prix au fond. Les prix, c'est la cerise sur le gâteau.
c'est le Graal. Mais la base viscérale, quand on a besoin d'écrire, c'est de pouvoir continuer juste à écrire. Alors, juste un petit mot avant de passer le micro à Elisa. Je voulais vous remercier pour tout ce que vous nous avez posé. Là. Les questions étaient extraordinaires. Merci pour tout le travail de lecture que vous avez accompli, pour tout ce que vos professeurs nous ont raconté de ce que vous avez fait pendant votre temps de lecture. Merci à vos enseignants. On l'a dit tout à l'heure, mais remerciez vos profs qui vous emmènent dans des aventures comme ça. Parce que je peux vous assurer que ce n'est pas le cas de tous les profs. Et vous avez essayez de penser, même quand ils vous donnent des devoirs de fou ou comme ça, que c'est des gens extraordinaires qui vous embarquent dans une aventure comme celle-ci. Merci à tous. Je laisse la parole à Elisa. Alors, donc, et bien sûr, on va donc juste faire une photo de Sandrine devant le public, puisqu'elle veut vous voir tous sur la photo. Et après, ce sera l'inverse. On va faire les photos avec Sandrine, école par école, enfin lycée par lycée. Je vais reprendre ma petite liste. Je sais pas ce qui est mieux comme cadrage. Je sais pas s'ils pourront jamais tenir. Ouais. Non. Ouais, mais la lumière. Plutôt devant. Non, mais sinon devant la table. Ou devant. Si elle veut se mettre devant. Non, mais ils se mettent comme les. Ouais.